Donc, bonjour à tous, merci d'être là. On va parler aujourd'hui des serveurs de production audiovisuelle, dédiés à l'audiovisuel. Première chose, je suis Vincent Drouot de l'INALCO. Voici. Et Manu Picard, donc de l'Artois. Et Jocelyn qui va se présenter. Et bonjour à toutes et à tous, Jocelyn Milécan de CTM Solutions. Je manage les équipes techniques chez CTM. CTM qui est un intégrateur audiovisuel et qui a eu la chance de pouvoir accompagner notamment l'INALCO et l'Université d'Artois. On va pouvoir en parler plus en avant dans le cadre de projets liés à leur activité. Merci. Donc, je m'assois parce qu'il va falloir passer des slides. Donc, sur les pratiques, c'est qu'on s'est rendu compte, vous imaginez, depuis quelques années, il y a une montée en nombre de personnes qui travaillent sur les flux. Alors, on a un petit bootclap en amont pour voir où on en est. Donc, je fais un petit sondage bootclap. Hop. Voilà. Donc, si vous laissez le temps de scanner le code ou de mettre le code sur une session bootclap sur votre ordi. Ça va pas durer longtemps, hein. C'est vraiment pour avoir un aperçu de ce que vous faites chez vous. Voilà, on accueille les petits derniers. Ouais, pour les derniers, on fait un petit sondage bootclap pour faire un état des lieux sur votre façon de travailler, sur ce que vous avez comme matériel. Il faut que la question, je pense, soit lancée. Ouais, tu dois lancer la question. Ouais, non, mais j'attends de voir le compteur. Ouais, pour voir si... Bah, je crois En deux, on n'est pas trop mal. ouais, tu peux lancer, et puis c'est vrai que ça fermera pas. Hop. Allez, on lance là. Alors, La première question, donc avez-vous déjà perdu des données importantes en termes de post-production ou autre? Ouais. de stockage, de l'archivage. Après, il y a ceux qu'on oublié. Ouais. Pour ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez, je vous remets le code. Normalement, on ne perdra pas les données. Oui, pour Hop. ceux qui viennent d'arriver. Voilà, je vous laisse rescanner le code bootclap. Si ça ne monte pas, on continue. C'est bon? Ouais. Eh ben, on va regarder la slide Hop, suivante. continue, Du coup, voilà, donc. les 40 participants, c'est déjà pas mal. Donc, Voilà. on a quand même 2 tiers des gens qui disent oui, on a perdu des données importantes. Et ce qui est important dans la phrase, c'est le terme important. Perdre des données, ça peut encore aller, mais quand c'est un projet sur lequel on a travaillé 3, 4, 5 mois, ça pose problème. Alors, on a une deuxième petite question. C'est sur quel type de support vous travaillez de stockage? Alors, on a bien différencié serveur NAS et SAN. Hein. Donc, on vous expliquera pour ceux qui ne connaissent pas la différence un peu Ça va être le sujet de l'utilisation. Voilà. Ben, 30, 20... Bon, il y a presque 30 personnes là qui ont répondu. Ouais, c'est quasiment pareil entre disque dur et NAS. Et après, entre SAN et je ne sais pas. Donc, il y a sujet aussi. Il y a plein de gros mots, il y a des SAN, il y a des NAS. J'espère qu'on va aborder ces trucs-là après. Oui, tout à fait. Et on va faire la dernière question. Est-ce que vous avez comme projet de mettre en place un type de stockage sur serveur notamment ou autre sur les mois, les années à venir? Ou est-ce que vous continuez à dire moi je suis sur disque dur, je continue, moi je suis sur NAS et ça marche très bien? Ouais.
Ok, ouais, on voit déjà que vous êtes plusieurs à en avoir. C'est déjà pas mal. Voilà, donc ça nous donne au moins une idée. Bon, la dernière question n'est pas commerciale du tout, hein. C'est vraiment pour voir vers quelle optique vous projetez d'ici les prochaines années. Ok, on va repasser sur la partie Slide. présentation. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour ces réponses. Je revais là-dessus pour essayer. Donc l'illusion du contrôle du disque local. Donc on voit qu'il y a beaucoup de soucis, notamment quand on monte de monteurs, qu'il y en a qui travaillent sur le son, qui travaillent sur les talos, etc., qui sont quelquefois pas les mêmes, quelquefois les mêmes, mais il y en a un qui veut récupérer un fichier, etc. Le problème, ça va être tout ça, ça va être notamment la duplication incessante déjà sur les cartes, sur les disques durs externes. Les disques durs externes. Oui. On va avoir le cauchemar du versionning, c'est-à-dire que finalement, tout le monde va avoir une version du projet qui sera différente. Le monteur il dit « Ah oui, mais c'est lequel qu'on doit garder ?» etc. On ne sait pas. Du coup, et le risque de perte, évidemment, les doublons. Bref, c'est de ce constat qu'on est parti, nous, dans nos universités, je pense, dans nos établissements, sur la bascule, justement, sur ce type de solution. Une fois qu'on a perdu même une seule fois des données importantes, on est bien calmé. Les dizaines de disques durs qu'on connaît tous, on en utilise encore, hein. Attention, hein, on n'a pas fait une bascule totale, mais voilà, ça multiplie. Ah, où il est mon disque, on a beau les noter, on ne sait pas, il est dans tel tiroir, c'est le collègue qui l'a, voilà, c'est un peu... Et voilà, au bout d'un moment, on se dit on en a marre, hop, on commence à faire une bascule. Ouais. Et puis, il y avait aussi un sujet qui était, pour certains, qui peut être intéressant, ça peut être le travail à distance. Que certaines solutions, moi, dans le cadre de mon établissement, c'était une problématique, c'est comment on peut mettre le travail à distance, sachant que je n'avais pas spécialement envie que les monteurs, etc., partent avec les disques durs sur les routes encombrées des métros parisiens avec son lot de vol ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, cette partie, c'est de là qu'on est parti pour passer, nous, sur un serveur de post-production. Donc, plus ou moins, qu'on a fait faire avec CTM. Donc, nos deux établissements, on a travaillé, on ne le savait pas, mais on a travaillé avec CTM. C'est pour ça qu'on les fait venir. Mais je crois qu'ils étaient déjà intervenus il y a une petite dizaine d'années ou 8 ans à Lanstia aussi. Ouais, présenter ça. Oui. Donc, stockage centralisé, accès simultané de tout le monde sur les données du serveur, une bande passante importante, ce qui fait que on peut tous travailler en même temps, il n'y a pas de souci. Et on n'est pas obligé de travailler en proxy, on travaille en 4K sans problème à plusieurs sur les serveurs. Voilà, il n'y a aucun goulot d'étranglement, donc ça passe crème. Et nous, de notre côté, on travaille sur différents logiciels de montage. On a des monteurs sur Final Cut, des monteurs sur Premiere et aussi sur Resolve, DaVinci. Du coup, c'est interopérable. Bon, évidemment, un projet Resolve, il ne s'ouvre pas avec Premiere, mais en tout cas, les fichiers à la source sont bons et ça nous permettait d'avoir des workflows un peu simples. Alors qu'Avid Nexis, toi, tu as vu que tu travailles essentiellement avec... Nous, on travaille principalement sur Final Cut ou Premiere. C'est vrai que ça revient à peu près au même, hein, même comme sur Facilis. C'est au choix. Bon, c'est vrai qu'on a tendance à... Sur la partie des collègues, non, on est moite-moite. C'est pas gênant. On peut vraiment travailler sur n'importe quel type de logiciel. Ça n'a pas une grosse importance. C'est vraiment le fait d'avoir du stockage centralisé et sécurisé pour éviter les pertes. Alors, c'est là où on va faire intervenir notre spécialiste sur
quel stockage collaboratif pour quel usage, parce que en fait, un disque dur, ça peut être bien, mais dans certaines conditions. Et si on est tout seul à monter chez soi, peut-être ça vaut pas le coup d'acheter un SAN. C'est ça que va nous décrire cette slide, je pense, Jocelyn. Oui, c'est un bon résumé en fait, Manu. Merci Vincent et Manu pour cette explication. Et c'était intéressant en effet dans les retours que vous avez fait au niveau du public en fait dans la salle, entre les pertes potentielles en fait de données sur des disques durs locaux qui ne sont pas sécurisés, et puis les besoins opérationnels qu'ont vos opérateurs pour pouvoir travailler en collaboratif et mieux faire travailler ensemble en fait les équipes. Assez rapidement, on en vient au constat qui a été celui de l'INALCO ou de l'Université d'Artois il y a de ça quelques années, qu'il serait plus pratique de mettre en fait un stockage centralisé. Mais qui dit stockage centralisé veut pas dire grand-chose en fait en réalité, parce que quand on n'est pas spécialiste en fait des solutions de partage collaboratif, tout ça, ça peut être un petit peu complexe à comprendre. Le but de la présentation que on vous fait en fait tous les trois en fait ce matin, c'est un petit peu de démystifier un petit peu tout cela et puis de parler cash en toute transparence pour comprendre que chaque technologie est adaptée en fait à un besoin spécifique. Et dans ce slide, on représente en fait très rapidement une vue d'ensemble des différents types de stockage collaboratif qui existent aujourd'hui sur le marché. Puisque si un éditeur de logiciel ou un fabricant en fait de matériel vous dit ma solution de stockage centralisé c'est la meilleure du monde, évidemment c'est un peu pipeau, puisque chaque stockage et chaque technologie va répondre à un besoin spécifique. Si on passe en revue en fait les différentes solutions de stockage collaboratif qui existent sur le marché, on va regarder de gauche à droite en fait rapidement en fait ce slide. On va voir tout d'abord en fait une solution qu'on appelle le SAN. Le SAN, c'est ce qu'on appelle un stockage de production. Un stockage de production, comme son nom l'indique, c'est fait pour la production et la post-production. C'est-à-dire que si j'ai un studio d'enregistrement avec des caméras qui permettent, par exemple, à un enseignant d'enregistrer en fait un cours et simultanément à un autre enseignant sur le même serveur d'enregistrer lui aussi en fait un cours, et simultanément peut-être un monteur qui va travailler sur un montage sur le même stockage, il va falloir un stockage qui a de fortes performances, pardon, et qui va permettre de faire du collaboratif avec tout le monde qui travaille en même temps sur le même serveur. C'est ce que va permettre en fait un SAN. Ensuite, on va avoir des solutions de stockage NAS. C'est ce qu'on a souvent quand on commence en fait le collaboratif. Souvent, on commence par un stockage NAS. NAS, ça veut dire en anglais Network Attached Storage. C'est un stockage qui va s'appuyer sur des protocoles informatiques, c'est-à-dire sur des façons d'accéder en fait aux données standard, de l'informatique standard, sans logiciel spécifique pensé pour le média, pensé et optimisé pour la post-production ou pour un enregistrement avec un flux caméra qui serait enregistré sur ce serveur. Donc c'est très bien en fait pour un stockage de masse, par exemple, pour stocker nos éléments de façon sécurisée comme le permettrait aussi un SAN, mais dès qu'on va être plusieurs utilisateurs à travailler simultanément sur un NAS, on risque de se confronter à des problématiques de performance. C'est-à-dire qu'on va être limité de par les protocoles, par les logiciels qui permettent d'accéder aux données. On ne va pas avoir ce qu'on appelle la qualité de service, ce qu'on appelle la QoS, désolé pour le gros mot, la qualité de service qui permet en fait de travailler de façon fluide sur un stockage qui est conçu pour de l'informatique standard et qui va nous permettre de stocker de façon sécurisée en fait nos éléments. Le NAS va présenter en fait ses limites sur ces aspects-là. C'est souvent ce qui va être proposé par une direction en fait informatique, parce que c'est le stockage qu'on va utiliser par exemple pour stocker tous les fichiers de la comptabilité ou de la gestion administrative en fait des élèves dans une école ou une université par exemple. On va plutôt utiliser un stockage NAS. Mais pour les besoins audiovisuels, on va le voir juste après, c'est un peu moins adapté. Une autre catégorie de stockage sur laquelle je vais passer un peu plus rapidement, c'est le stockage objet.
Le stockage objet, c'est un stockage qu'on va retrouver beaucoup aussi en mode cloud, mais pas que. Donc, ça peut être aussi ce qu'on appelle on-prem, c'est-à-dire chez vous, dans votre salle technique. Et c'est un stockage qui va avoir la capacité de pouvoir héberger des très, très grandes masses de données avec la capacité d'enregistrer ce qu'on appelle des métadonnées, des informations, de l'indexation, etc. sur les fichiers. C'est-à-dire qu'en fait, on va plus stocker des fichiers, mais on va stocker en fait des objets qui vont que tenir des métadonnées. L'intérêt de ça, c'est quand on va gérer des pétas et des pétas de données. Péta, c'est une unité de données, hein, c'est 1000 téras, un péta. Donc, quand on va gérer des dizaines de pétas de données, ce qui arrive couramment chez des acteurs, en fait, cinéma, télévision ou médias, dans le monde du média, on va avoir des grandes quantités de données. Et ce type de stockage va permettre de gérer plusieurs dizaines de pétas sans aucun problème là-dessus. Et donc, ce type de stockage, on va les retrouver dans des nodos d'entreprise, mais aussi parfois sur des solutions de cloud storage. On va y revenir juste après. Le quatrième type de stockage collaboratif, ça va être tout ce qui va être lié souvent à de l'archivage. De l'archivage qui va permettre de mettre au chaud nos données après la production, après la post-production. On souhaite peut-être sécuriser les éléments en fait, qui ont été créés par un enseignant ou par un élève, un étudiant. Et on va pouvoir en fait mettre ces données au chaud sur souvent des bandes magnétiques de type LTO. Et ces bandes magnétiques au niveau LTO, elles peuvent être intégrées dans des librairies, c'est-à-dire des robots qui vont venir charger en fait la bande, comme si vous aviez votre magnétoscope, vous vous rappelez, un magnétoscope VHS, sauf que là on a en fait une armoire de magnétoscope VHS, c'est pas de la VHS, c'est de la LTO, c'est dédié en fait au stockage, et ça permet de stocker en fait des grandes quantités de données pour un prix qui est assez modique. Donc c'est très intéressant en termes de prix. Par contre, ça n'est pas adapté en termes de bande passante pour travailler en mode collaboratif ensemble. Donc c'est très bien pour pouvoir avoir des archives qui vont être très sécurisées, qui vont être partagées, mais on ne va pas pouvoir bénéficier d'une accessibilité en fait directe très très rapide. Donc très bien pour l'archivage de masse et vraiment pour des choses qui ont après 1 ou 2 années ont besoin d'être archivées et sécurisées. Et puis, enfin, la dernière catégorie de stockage qu'on peut retrouver dans le monde du stockage collaboratif, c'est le cloud. Alors, le cloud, c'est très bien pour stocker mon SharePoint sur Microsoft ou mon Google Drive en fait, dans l'environnement Google. Ça va être très bien pour stocker temporairement en fait, des fichiers, mais c'est un peu moins adapté aux usages audiovisuels, dans le sens où quand on va travailler en fait, sur un média audiovisuel, on a besoin d'une certaine bande passante pour pouvoir lire une vidéo, par exemple, et le stockage cloud en fonction de la ligne, en fonction de ma box ou de l'accès de mon université au niveau de l'accès Internet et de la charge entre le lundi, le vendredi, le fait que je me connecte à midi ou à 8 heures du matin, la bande passante d'accès à notre stockage cloud ne sera pas la même. Donc, ça n'est pas forcément un stockage qui est adapté très clairement à faire du travail sur des médias de type audiovisuel. On peut aujourd'hui, et la technique le permet, héberger aussi une machine de montage dans le cloud et un stockage dans le cloud, mais en termes de prix, on explose les prix. Donc, ça n'est pas adapté en fait aux usages en fait de l'enseignement public ou privé en fait aujourd'hui. Ça coûte trop cher, très clairement. Mais techniquement, c'est possible. Mais il y a une petite variable qui s'appelle le prix. Il faut en parler en toute transparence, qui va rendre l'accessibilité d'un stockage cloud qui par contre, d'un point de vue collaboratif, est très pratique, qui va rendre cette accessibilité un peu complexe pour des questions de coût essentielles. Merci, Donc en Jocelyn. gros, il n'y a pas de solution unique, c'est vraiment en fait en fonction de nos besoins, et on va rentrer un peu plus dans les détails entre le SAN et le NAS. Ouais, je passe justement à la diapo suivante pour voir la Alors le différence SAN, entre les deux. Je me permets juste d'ajouter qu'on a connu des collègues, on ne dira pas où, mais qui ont eu des DSI qui ont refusé de mettre... Enfin, qui disaient, mais non, mais tu n'as pas besoin d'un serveur de production, c'est quoi, c'est machin, voilà, on va passer sur une solution standard informatique Dell, etc. Ouais, Et que finalement, ça n'a jamais été utilisé. Donc, Il faut vraiment faire la différence entre les deux types de serveurs. Nous, à
titre personnel, on a essayé de nous placer des serveurs standards, hein. La DSI, c'est son truc. Ah ouais, non, on est en marché, vous n'avez pas le droit de passer vos propres demandes de serveurs. Après avoir bataillé, on a réussi à leur faire comprendre que ce n'était pas nos besoins. On a bien fait parce qu'on connaît d'autres collègues dans d'autres universités on leur avait promis que ça allait fonctionner, qu'ils allaient pouvoir faire du travail à distance, tout ça. Ah bah, ce n'est pas le cas, ça ne marche pas. Ils ne l'utilisent même pas. Donc, il faut vraiment faire attention entre, si vous voulez vraiment travailler en mode serveur de production, il faut prendre du SAN, quoi. L'autre, c'est du stockage, point bête. Ça, vous n'aurez pas les mêmes fonctionnalités sur ce type de serveur. Et c'est ce que va nous expliquer Jocelyn sur cette slide, normalement. C'est en effet ce qui illustre en fait cette slide que vous avez mis en fait dans le diapo, qui est de façon très visuelle, qui permet de comprendre assez rapidement. D'un côté, en fait, le SAN, on va plutôt avoir une autoroute qui va permettre de faire passer des gros camions, des gros fichiers vidéo, des petites voitures, des petits fichiers audio, mais aussi une multitude de véhicules simultanément. Parce que en fait, quand on est sur une autoroute, on va avoir plusieurs voies et plus on a de voies, plus ça va être fluide et les véhicules vont pouvoir en fait, en fonction de leur vitesse en fait respective, pouvoir naviguer de façon fluide en fait sur l'autoroute avec une autoroute 7 voies. On comprend bien que le trafic va se réguler de lui-même. Sur un as, et c'est la petite illustration qu'on a ici, on va avoir de multiples routes de campagne avec des intersections, des ronds-points, etc. Et on comprend bien qu'en fonction en fait du camion, du tracteur et du vélo qui est sur ma départementale, je peux avoir à certains moments des goulots d'étranglement. Et ces goulots d'étranglement, je ne vais pas pouvoir les gérer en fait nativement parce que le NAS n'a pas de mécanisme qui va permettre de gérer en fait le partage de la bande passante uniforme entre les opérateurs. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur des protocoles standards de type informatique. Donc c'est très bien le NAS pour stocker en fait nos éléments sur le long terme, par exemple, mais ça n'est pas adapté pour pouvoir partager ensemble les mêmes éléments et travailler tous en même temps sur des éléments de type audio et vidéo. Ça va présenter ses limites assez rapidement. Merci Jocelyn. Une petite panorama des familles de stockage collaboratif. Donc voilà, ça c'est un petit résumé en fait que vous avez ici dans le slide qui reprend un petit peu ce qu'on vient d'évoquer. Donc d'un côté, les stockages de production avec un petit peu les avantages qu'on va retrouver avec des solutions qui vont être extrêmement performantes, avec des protocoles. Le protocole, c'est la façon dont on va parler en fait avec le stockage. Donc, des protocoles qui vont être dédiés et qui vont être optimisés pour les solutions de montage. On a parlé tout à l'heure, Manu et Vincent, en fait, parlaient par exemple de Adobe Premiere, Adobe CC, de DaVinci, de Avid Media Composer, qui sont les trois grandes solutions en fait, d'édition en fait, aujourd'hui. Mais on pourrait parler au niveau audio de Reaper ou de Pro Tools, par exemple, qui sont des solutions de montage et de mixage audio, qui sont compatibles en fait, avec les SAN médias du marché. Parce que c'est pareil, on n'en a pas parlé, mais on va avoir des SAN informatiques qui sont faits pour le domaine bancaire, par exemple, qui seront moins adaptés que les SAN audiovisuels. Je crois que Manu et Vincent vont justement en fait partager leur expérience sur des SAN de type média dédiés à la post-production. Voilà pour la partie en fait SAN avec des avantages qui sont dédiés vraiment en fait et qui permettent en fait d'avoir une très forte performance au niveau de ces stockages. Ensuite, on va avoir les stockages de masse, donc le NAS, le stockage objet en fait partie. Et puis, on va avoir en fait les stockages plutôt dédiés à de l'archivage, le LTO ou le cloud storage, avec certaines fonctionnalités d'object storage qu'on évoquait tout à l'heure, vont plutôt être dédiés en fait à de l'archivage. Et on parlera sur l'archivage aussi d'une notion qui s'appelle le HSM. C'est un système qui permet de gérer en fait nos archives de façon assez simple et automatique. Donc voilà les trois grandes classes de stockage, avec tout en haut les stockages plutôt collaboratifs. Et puis plus on descend, plus on va s'approcher en fait de l'archivage avec des qualités de service en termes de bande passante et d'accessibilité collaborative un peu plus limitées. Merci. Alors, à propos, donc les 4 piliers d'une architecture de stockage partagé. On a fait, nous, des constats, c'est en tant qu'utilisateur. Il y a la possibilité de faire des montages simultanés. Alors, la particularité du montage simultané, c'est quand
Vous allez me dire, oui, mais si c'est pas sur mon disque dur, mais que c'est sur le serveur, sur le SAN, et qu'il y a 2 monteurs qui veulent travailler en même temps et qu'ils ouvrent, alors aussi bien sur Avid que sur Premiere, etc., ça bloque. Il y en a un qui a accès pour pas qu'il y ait 2 versions du fichier qui se... Voilà, en disant, bah non, j'ai travaillé 20 minutes dessus, puis tu as tout effacé. Donc normalement, il y a déjà cette possibilité de travailler en chaîne. Si on n'est pas non plus dans des productions style télévision où on est 15 monteurs, étalonneurs, son nom, etc. à travailler, mais on peut travailler sur les mêmes fichiers très facilement sans jamais qu'il y ait d'écrasement. Si vous avez un ingé son déjà qui va reprendre votre travail qui a été fait au niveau post-prod, voilà, on n'a pas besoin de se passer des disques. Voilà. Il retourne sur la session, il ouvre, il fait son taf, hop, il referme, et puis et c'est réglé. Donc on a vraiment un travail de collaboration avec, on le verra après sur des captures d'écran, des droits qui sont attribués en fonction des personnes. C'est vraiment ça la différence sur ce type de serveur. On autorise une personne à aller sur tel dossier, sur tel projet. On n'est pas forcé d'ouvrir à l'ensemble du service. Voilà, ça permet déjà de sécuriser les projets. Si tel collègue n'a pas besoin d'aller sur un projet lambda, hop, il n'est pas autorisé, il ne voit même pas le projet. Donc c'est une partie de ce travail un peu collaboratif, mais qui peut être verrouillé en fonction de vos choix. Il y a pas, voilà, c'est totalement paramétrable. C'est paramétrable. Il y a aussi, donc les performances sont, comme l'a décrit Jocelyn, bien supérieures, évidemment. On peut travailler sur du 4K tranquillement, à plusieurs flux, même 8K. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de souci. Après c'est ce qu'on verra plus tard. Il faut faire un audit de ce dont vous avez besoin pour savoir si, de quoi j'ai besoin, quelles sont mes limites et quelle est mon infrastructure. Mais on verra ça un peu plus tard. Ce qui est important, c'est le RAID, c'est-à-dire que les données du SAN, moi, sur le Facilis, je choisis, si je crée un nouveau volume que j'appelle Anstia 2026, je peux le mettre sans protection, c'est-à-dire qu'il y a un disque qui crame, je perds les données. Je peux mettre en RAID 5, 6, en point 1, point 2, point 3, c'est-à-dire en fonction le nombre de disques qui peuvent casser ou en complètement dupliquer pour que, en fait, sécuriser les données. Ça, je pense que c'est pareil sur Avid. Pareil sur Avid, on a tendance à laisser du RAID quand même. Enfin, c'est le but, autrement, si on risque de perdre des données, c'est pas le principe. Voilà. Faut le savoir, c'est fiable. Moi, le mien est vieux, il a 8 ans. Donc, c'est vraiment pas récent. On n'a jamais eu aucune perte de disque. Il est d'origine. Aucune panne, rien. Donc, pour le coup... j'ai tendance à être assez confiant. 8 ans, c'est la limite. Normalement, passer les 6-8 ans, on change. Il marche. Donc, il y a un coût. C'est vrai que c'est pas gratuit. Donc, on essaye de le garder tant que ça fonctionne. Je pense que quand qu'on commence à perdre des disques, ça risque de s'enchaîner. Donc, mais pour l'instant, 8 ans, on n'a eu aucune perte de disque. Et puis, pour ceux qui ont aussi peur de la sécurité des données, sur le Facilis, il y a quelque chose qui est intéressant qui s'appelle les policies. Grosso modo, pour faire simple, n'importe qui, les monteurs à qui je donne accès à un volume peuvent travailler dessus, peuvent ajouter, supprimer, etc. Mais s'ils peuvent supprimer, on se dit, il y a un gars qui quitte l'équipe ou qui a fait une erreur et qui supprime, donc on peut rajouter des droits, des audits, etc. Donc, par exemple, dans mon service, on a fait en sorte que chaque chose qui est supprimée ne soit pas définitivement supprimée, mais aille dans une corbeille. C'est la première chose. Mais on pourrait très bien, par malveillance, en disant ils n'ont pas reconduit mon contrat, ou je ne sais, ou ça se passe mal, ou j'ai envie ou même par mégarde, supprimer le corbeille. Mais là, ça ne marche pas. Il faut être administrateur pour pouvoir vider la corbeille, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes parce que quand on travaille à 10 sur un dossier, s'il y a 2 gars qui se disent « Tiens, je vais lui saboter le travail », c'est pas possible, quoi. C'est plus compliqué que ça. Donc il y a tout un tas de policies qui peuvent être mises en place.
de droit d'accès, etc., pour sécuriser évidemment votre travail. Et enfin, peut-être l'organisation et je sais pas, moi j'avais mis organisation et MAM, mais c'est pas là-dessus. Si la MAM, Elle est un peu plus loin. Elle est là, ouais. Donc, Media Asset Management sur Facilicia, tu m'as dit qu'il n'y avait pas sur, il n'y a pas sur ma version David. sur sa version de David. Ouais. Donc, Jocelyn, peux-tu nous dire aussi si le même, ce que c'est un peu et on a la slide d'après. Non, on a une slide d'après, ouais. On va passer directement. On reviendra sur le même. Donc, voilà un tableau récapitulatif. Entre ce qu'on a vu et voilà ce qui a été dit, on peut passer assez vite, sauf si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Jocelyn. Non, la slide que vous avez préparée, l'avantage d'être plutôt assez clair, en effet, assez synthétique, et bien résumé ce que vous avez expliqué, mais c'est intéressant d'avoir votre retour, en effet, utilisateur d'expérience terrain. Eh ben, c'est pour ça qu'on est là, pour partager et notre expérience et ton expertise. Et donc, tu voulais nous parler du HSM. Donc, tu vas Oui, même alors nous en dire ce effet, que ça veut dire, ouais, comme ça, ça ouais. me fait un plaisir. Alors, HSM, ça veut dire Hierarchical Storage Management ou Manager, ça dépend. Euh, En gros, un système de gestion hiérarchique des données. Une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose, c'est pas forcément extrêmement parlant. C'est le HSM, avec des mots simples, une solution qui va nous permettre de gérer automatiquement pour l'archivage nos données. C'est-à-dire qu'une donnée qui vient d'être déplacée sur le serveur d'archivage, si elle n'est pas réutilisée, elle va être déplacée la semaine d'après, le mois d'après ou le lendemain, en fonction des règles que l'on aura définies, vers un stockage qui coûte moins cher. Parce que le nerf de la guerre, c'est aussi d'optimiser, en fait, bien évidemment, nos coûts d'exploitation, et donc de pouvoir optimiser, en fait, le déplacement des fichiers automatiquement, sans qu'on prenne midi à 14 heures en fait, pour pouvoir en fait, faire ce travail. Et donc on va déplacer les éléments vers le serveur HSM et le HSM va se préoccuper de prendre ces données, si elles n'ont pas été utilisées en fait récemment, si elles ne sont plus chaudes mais tièdes ou froides, de les déplacer vers un stockage généralement en fait LTO, qui coûtera beaucoup moins cher en prix au teraoctet, pour pouvoir les déplacer sur des cartouches qui peuvent être dupliquées pour pouvoir sécuriser la cartouche. Tout à l'heure, en fait, Manu et Vincent, vous parliez de sécurisation au niveau stockage disque dur avec du RAID. Sur la LTO, c'est le même principe. On peut avoir en fait de la cartouche LTO qui tombe dans une bassine d'eau et puis malheureusement, dans ces cas-là, ma cartouche LTO au niveau des données risque d'être altérée. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 2 copies de la LTO et le HSM va permettre de gérer ces copies automatiquement, voire éventuellement d'avoir une cartouche LTO sur un site A de l'université et puis une autre cartouche qu'on va stocker dans une armoire sur un site B de l'université. Comme ça, en cas de problématique d'incendie ou ce genre de choses, nos données seront toujours redondées. Le HSM, il permet aussi de s'interconnecter à du cloud storage pour envoyer les éléments sur du LTO et faire un doublon sur un cloud storage ailleurs. Donc le HSM, il va permettre d'automatiser un petit peu tout ça. Ça, c'est plus pour avoir en fait une overview de ce qui est possible en termes d'archivage. Ça peut fonctionner sur du disque dur, sur du LTO, sur du cloud storage, mais l'intérêt surtout de ces solutions-là, c'est d'automatiser les choses pour vous faire gagner du temps. Voilà. Et là, pour une fois, la DSI vont être contents. C'est rare avec nous parce que c'est vraiment des solutions qu'ils utilisent déjà. Donc voilà, ça correspond à leurs idées en gros. Faut juste se rappeler que normalement, en bonne pratique informatique, on parle en termes de sauvegarde de la notion de bonne pratique de 3-2-1. Ça veut dire que mes données, normalement, si j'applique les bonnes pratiques informatiques, elles sont copiées à 3 endroits. 3-2-1. 3 endroits au niveau de ma donnée, 2 endroits qui sont copiés localement sur mon stockage de production, par exemple, et sur un NAS à côté. 2, 3, 2. Et le dernier chiffre, 1, une copie
externalisée de mon site. C'est-à-dire si je suis sur l'université, sur le pôle média, par exemple, de l'université d'Artois, et ben, je peux faire en fait une copie à l'autre bout en fait de la fac de l'université en fait d'Artois pour avoir le 1 avec une donnée qui est externalisée ailleurs, ou avoir le 1 qui est dans un cloud storage qui permet, si tout brûle, d'avoir mes données en fait ailleurs. 3, 2, 1. 3 copies de ma donnée, 2 copies locales, une copie externe. 3, 2, 1. Voilà, c'est une bonne pratique informatique qui n'a rien à voir avec l'audiovisuel spécifiquement, qui est une bonne pratique globale. L'avantage des HSM, en fait, médias, il y en a deux principaux qu'on retrouve beaucoup en France, qui sont Xendata et Archiveware P5, par exemple. Ce sont des solutions qui vont permettre assez facilement de gérer les éléments de type média et les éléments de type projet. On parlait de Final Cut, Adobe Premiere, DaVinci Resolve, par exemple. Ce sont des HSM qui sont plutôt assez bien adaptés au monde du média et de la post-production. Merci. On passe à la slide suivante. Donc, tu peux nous faire un point rapide sur le fast cache qui est une des possibilités offertes, mais c'est un peu Oui, en technique. effet, c'est un slide un petit peu d'ouverture entre guillemets parce qu'aujourd'hui, depuis des années, on parle du cloud, du cloud, du cloud, du cloud un petit peu, et le cloud est mis à toutes les sauces, un petit peu comme l'IA d'ailleurs, qui est en fait, qui sont deux technologies, le cloud et l'IA, extrêmement intéressantes, mais qui ne répondent pas à tout. C'est-à-dire on l'a vu tout à l'heure, faire de la post-prod sur le cloud, c'est parfois un petit peu complexe. Euh, on a parfois néanmoins des besoins, ce qu'on appelle de remote editing, c'est-à-dire le fait d'avoir en fait un opérateur qui va travailler en télétravail ou de la maison depuis une autre région sur le système de l'INALCO qui est par exemple en fait à Paris, situé en fait dans le centre de Paris, et mon monteur ou mon professeur qui travaille sur son élément audiovisuel, il est pendant 15 jours en fait sur un colloque à Marseille. Et à distance, il va devoir se connecter sur le serveur situé en fait à Paris. Donc ça, aujourd'hui, on peut le faire avec des solutions cloud qui sont assez onéreuses. Je pense à des technologies type LucidLink qui très rapidement vont griller tout le budget de fonctionnement en fait de notre université en fait à l'année. Donc ça a ses limites de ce point de vue-là parce que dans le monde de l'éducation, on a un budget qui est limité. Il faut faire attention en fait à nos investissements. Des solutions comme Facilis, dont Vincent est équipé en fait à Inalco, mais on pourrait en citer d'autres, vont intégrer des solutions qui vont permettre de faire de l'hybridation, si je puis dire, c'est-à-dire de pouvoir avoir l'avantage de la collaboration que le cloud apporte, mais tout en ayant la performance d'un stockage SAN. C'est le cas en fait d'une technologie qui s'appelle OneLink sur Facilis et qui permet en fait à distance de pouvoir monter sur notre serveur Facilis situé à Paris alors que nous sommes à Marseille. Et ça fonctionne sur un disque SSD comme le représente l'illustration que Vincent nous a mis en fait au niveau du slide. Donc on a un disque rapide donc qui est représenté sous la forme d'un SSD connecté en USB, mais ça pourrait être un stockage interne dans le laptop, dans l'ordinateur portable en fait à gauche, et qui va permettre de bufferiser comme une zone de cache, comme de la RAM en fait. Sauf que quand vous éteignez l'ordinateur, ça se supprime pas comme de la RAM. On va garder en fait les données qui ont été téléchargées sur le serveur distant, ce qui nous permet, une fois qu'elle a été lue une première fois en fait la donnée, quand on va déplacer le curseur de lecture, on va avoir une performance extrême, comme si on était en local en fait à Paris. Et ça va permettre d'avoir l'avantage en fait du cloud, tout en ayant la performance en fait du SAN. Et c'est des technologies qu'on va retrouver sur Avid Nexis, dont l'université d'Artois est équipée avec quelque chose qui s'appelle Nexis Cloud chez Avid, OneLink chez Facilis, ou encore les notions de cache chez DDP, qui est un autre acteur qu'on retrouve beaucoup en France en fait dans les SAN, les stockages de production. Donc un petit peu la notion d'hybride. On va pas trop rentrer en fait dans la parenthèse là-dessus parce qu'on veut garder du temps pour les questions-réponses en fait derrière et puis vous donner vraiment cette overview globale. Mais on se fera un plaisir de répondre aux questions bien sûr s'il y en a sur ces sujets-là en fin de présentation. Ok, je passe à la slide suivante. Donc, pour revenir sur le MAM, une petite explication du MAM rapidement, que tu feras beaucoup mieux que moi. Oui, alors le MAM, ça veut dire Media Asset Management. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acronymes en fait dans nos domaines au niveau audiovisuel qui sont en anglais. En français, ça veut dire un système de gestion des médias.
Et dans certaines solutions, Avid en propose, Facilis en propose, pour reprendre les deux solutions dont vous êtes équipés à l'Université d'Artois et à l'INALCO. On va pouvoir rajouter par-dessus le stockage, donc c'est une couche logicielle additionnelle, on va pouvoir rajouter une solution de gestion des médias. À quoi ça sert? Tout simplement, ça va permettre, via une interface web, par exemple, de pouvoir rechercher tous les éléments. J'ai fait par exemple en fait un cours théorique sur la physique quantique. Je vais pouvoir taper physique et quantique et je vais pouvoir retrouver tous les éléments médias qui parlent de la physique quantique. Ou alors j'ai un cours, j'encadre en fait des enseignants de STAPS dans le cadre de leur formation et j'ai en fait un entraînement autour des échauffements, par exemple des sportifs. Donc quand je vais taper sport et échauffement, je vais pouvoir retrouver très rapidement tous les éléments sans aller browser au 4e niveau en recherchant via Windows Explorer ou Spotlight de mon macOS les éléments, et puis ça prend beaucoup de temps et je ne vais pas retrouver sur les bons éléments, etc. Donc le MAM va permettre en fait d'intégrer ce genre de choses. Il va aussi intégrer des technologies d'IA qui permettent d'indexer automatiquement les éléments. Et ce qui est intéressant d'ailleurs chez Facilis, tu l'évoquais à demi-mot tout à l'heure en fait Vincent, c'est qu'on a un MAM qui est intégré dans le file system. C'est-à-dire que quand on achète en fait une solution SAN Facilis, il y a une couche qui s'appelle Fast Tracker qui permet d'avoir en fait un MAM qui reste simple et accessible. Donc c'est pas le MAM de France Télévisions, hein. C'est une solution plus simple, mais qui est tout à fait adaptée pour des domaines en fait d'éducation, des écoles, des universités. Et puis ça permet surtout de ne pas avoir de coûts associés au rachat d'un logiciel de gestion de médias. On n'est pas obligé d'avoir un MAM quand on a un SAN, hein, bien évidemment, mais c'est un outil qui va nous permettre d'organiser les éléments et de travailler en mode collaboratif avec les différentes équipes. Donc, ça va permettre d'indexer les éléments automatiquement, de pouvoir avoir une interface web parfois pour accéder aux éléments, pour pouvoir dérocher des éléments, pour pouvoir y accéder parfois au travers d'une tablette, etc., sans monopoliser une station de montage qui a un coût parfois en fait un peu plus important. Alors, je rajoute une petite une utilisation possible et même intéressante pour le MAM. Moi, que je l'utilise assez peu parce que finalement, on fait beaucoup de pédagogie, donc beaucoup, par exemple, de MOOC dont on sait que les utilisations des rushs ne seront pas réutilisées, donc j'utilise assez peu le MAM. Mais ce Fast Tracker qui peut être intégré par plugin dans vos outils de montage, par exemple dans Premiere, ça peut être intéressant pour tous ceux qui travaillent dans des services de com, pour les b-roll, genre drone, etc., au lieu d'aller rechercher sur quel disque on avait fait il y a 5 ans un super truc avec les drones au-dessus, je sais pas quoi. Là, on tape drone, hop, on l'a, hop, on récupère le fichier, on le met, c'est monté, c'est fait simple. Donc pour tous ceux qui ont une utilisation assez régulière de tout ce qui est de leurs fichiers qui peuvent être réutilisés, ça a un intérêt assez primordial. On va passer maintenant un peu aux comparaisons des différents systèmes. Alors, il y en a plusieurs, hein, là. Donc, on va plus intervenir sur le Nexis, sur Facilis et une solution alternative qui est intéressante également. Donc, pour la partie Avid, c'est en gros un serveur un peu historique, hein. Je pense que ouais, tu me recèles dessus 2 secondes. Jocelyn pourrait nous le dire. Alors, je sais même pas depuis quand ça existe, mais on le connaît depuis très très longtemps. Avid, moi j'ai commencé en fait chez CTM il y a 26 ans maintenant. Et Avid, on faisait déjà de l'Avid sur la partie montage. Et les premiers stockages centralisés, parce que c'était l'objet de ta question de chez Avid, sont sortis dans les années 2000. Donc ça fait environ 26 ans en fait côté Avid qu'ils font du stockage centralisé. Ça a été les premiers dans le domaine audiovisuel à proposer une solution de stockage centralisé qui tienne la route et qui soit simple à gérer pour les administrateurs. Parce qu'à l'époque, dans le monde audiovisuel, les personnes qui géraient en fait ces serveurs n'étaient pas des informaticiens. Ils n'avaient pas forcément de compétences informatiques et donc il fallait une interface qui soit extrêmement simple à gérer. Et donc ça, l'ADN de Avid au niveau du Nexis d'aujourd'hui vient de là, c'est-à-dire une solution qui est extrêmement performante, qui s'auto-répare en cas de problématique de disque, etc., avec une interface
extrêmement simple en fait à gérer. Un jeune de 12 ans peut vous gérer votre Nexus sans aucun problème en fait là-dessus. Il n'y a pas besoin d'avoir une compétence informatique, une expertise informatique poussée sur ces aspects-là. Ouais. Alors là, sur ce slide-là, en fait, Manu et Vincent, vous avez représenté en fait trois solutions qui sont un peu les leaders et les références sur le marché en fait en Europe. Qui sont à la fois plutôt donc extrêmement fiables. Hein, tu l'évoquais en fait Manu sur les changements de disque sur ces trois fabricants. Je peux en parler plus en détail parce que nous on est un intégrateur, donc on intègre plein de solutions différentes de la VIC, du Facilis, du DDP, plein d'autres solutions en fait derrière. Donc on n'a pas de parti pris sur une marque ou une autre là-dessus. On est indépendant par rapport aux marques. Mais il est vrai que ces trois éditeurs et fabricants sont fiables, c'est important, permettent en fait d'avoir des performances qui répondent vraiment en fait aux besoins de post-prod et c'est important aussi, vont permettre d'avoir en fait une approche économique différente parce qu'entre une université et une autre, on n'a pas forcément les mêmes budgets et des fois on a un petit budget. Il faut réussir en fait à rentrer dans un petit budget et en fonction des différentes marques, ils vont avoir des designs différents. On va avoir des petits serveurs, des très gros serveurs, des moyens serveurs qui vont permettre de répondre à des besoins en termes de performance différents et donc qui permettent de répondre à des budgets aussi différents. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. DDP, par exemple, qui est à l'extrême droite, va proposer en fait des SAN extrêmement compacts qui tiennent dans un bagage cabine dans un avion, pour vous donner une idée, jusqu'à des stockages multi-B avec de la redondance de tous les côtés pour faire du 16K en 100 Go Ethernet. J'ai bien dit 100 Go Ethernet, pas 1 Go, 100 Go Ethernet, pour des besoins en fait de performance extrêmement importants. C'est des possibilités qu'offrent Avid, Facilis ou DDP. On va vous montrer du coup les interfaces pour vous montrer que c'est vraiment intuitif. Ouais. Très très rapidement, donc voici un Facilis qui a été un petit peu caviardé pour tout ce qui est du domaine du nom du serveur, etc., qui a un DNS. Mais voyez sur la gauche, vous avez les volumes, vous avez la taille utilisée, ce qui reste, etc. En bas, les permissions, qui peut y accéder ou pas. Ça, c'est la console d'administration. En bas, vous voyez là, sur les policies dont je vous rappelais, la baseline, undelete, no delete et audit delete. Donc, c'est ce qui permet de ne pas supprimer ou que, à part un administrateur, personne ne puisse supprimer définitivement un fichier. Voilà, par exemple, une slide de stats que vous pouvez avoir très rapidement. Et ça, c'est côté utilisateur. Bon, moi, comme je suis administrateur, j'ai le droit à tout. Mais en fait, vous montez, vous démontez, ça monte comme ça sur votre disque. Enfin, ça monte comme un disque dur, en fait. Et là, je voulais vous parler d'une chose, c'est que ça peut vous intéresser. Ce serveur de prod, moi, j'ai fait monter les SMP de mes auditoriums directement sur le serveur de prod. C'est-à-dire qu'avant, les gens allaient chercher sur des clés USB, remontaient, allaient monter. Là, on clique sur enregistrer sur le SMP dans l'audito, hop, ça monte. Et ici, vous voyez qu'il y a XFAIR, non transfert complète. Ça veut dire que le SMP a bien fait son boulot et il a bien remonté toutes les données à mon serveur de production. Et le type qui est en haut, il n'a même pas besoin de redescendre, aller voir ce qui s'est passé. Il fait le montage directement. Vous pouvez faire la même chose sur des NAS aussi, qui sont des serveurs moins coûteux, donc comme c'est des trucs à volume. Mais si vous avez qu'un serveur, vous le faites sur le SAN. Alors ça, c'est la partie Nexus. Donc idem, vous avez tous vos projets avec la taille des projets. Ici, c'est quand vous créez un projet, vous lui mettez le type de protection que vous souhaitez, le nom du projet, la taille qui est importante. Vous pouvez toujours la monter après, c'est pas figé. Donc ça, vous êtes tranquille. Et après, vous gérez les autorisations en fonction des personnes qui travaillent dans votre service. Je veux qu'un tel ait qu'un droit de lecture, un autre un droit de lecture-écriture. Et vous enregistrez votre projet, hop, ça passe dans la partie projet. Voilà, vous avez également, alors il y a toute une partie d'admin qui permet de voir plein de choses. Tout ce qui est bande passante, en fonction des personnes, en fonction de ce qui se passe sur le serveur pour voir si on arrive à saturation. Clairement, nous, ça ne nous arrive jamais. On n'est pas un très gros service.
tout le monde ne travaille pas en même temps sur le serveur. Donc, on peut aller très loin. Nous, sur un serveur qui est vraiment ancien, je vous l'avais dit, on peut monter normalement à 3-4 dessus sans problème. On n'a pas parlé de l'infrastructure, mais on en parlera peut-être vite fait à la fin, parce que c'est très important. Mais voilà, ça, on a toute une partie admin qui permet de voir ce qui vous reste en disque, ce que vous avez en bande passante utilisée. Ça, c'est la partie client, donc sur votre ordinateur, qui vous permet de faire remonter. Vous choisissez votre projet, vous le faites monter, et là, je vous l'ai mis en incruste, hein, c'est pas le truc, et vous le retrouvez directement dans votre Finder sur votre ordi, comme si vous aviez branché un disque dur externe. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, en gros, le serveur est géré de façon directe par un administrateur ou une personne ayant les droits. Et après, vous allez dans votre appli, vous sélectionnez le projet qui vous intéresse, vous le faites monter et vous travaillez dessus tel quel, et ça marche très bien. Il n'y a pas de... Ce qui est intéressant dans ce que vous présentez, en fait, Vincent et Manu, c'est que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir un montage aussi automatique des volumes Oui. sur les postes des différents utilisateurs. Ça, c'est un premier point qui est intéressant, aussi bien sur Facilis, DDP que Nexis, hein, dont vous parliez en fait à l'instant. L'autre point qui est aussi important en fait à rappeler, c'est que les différentes solutions SAN dont on parle vont pouvoir aussi s'interconnecter avec les notions de sécurité informatique de l'université ou de l'école, puisqu'on va pouvoir s'interconnecter à un Active Directory, un annuaire en fait qui permet de relier vos utilisateurs, etc. Et donc d'avoir cet automatisme de montage en fait des volumes liés à l'identité en fait des utilisateurs en fait derrière. Tout ça évidemment ça s'interconnecte à une LDAP ou une Active Directory. C'est un point qui est important en termes de sécurité informatique pour vos DSI. Vous avez différents choix. Nous, on a choisi le choix de l'isoler, vraiment pour le sécuriser. Donc, on ne fait pas de travail à distance dessus. Par contre, voilà, il n'y a aucun accès extérieur. Donc, au niveau sécu, on est tranquille. Si vous voulez l'ouvrir sur un accès extérieur pour faire du télétravail dessus, évidemment, il faut prendre ses précautions. Oui, bah ça, faut voir avec la DSI. Ça va être la slide suivante. C'est comment on fait un audit et comment on travaille avec la DSI sur ces sujets-là, sachant que nous, bah, on passe par VPN quand on fait du télétravail. Alors, on va aller très très vite parce qu'en fait, ça va sûrement venir dans les questions. En fait, donc il faut préparer, et c'est là où CTM Solutions est intéressant de les mettre en contact avec la DSI, et puis vous. Mais c'est quelque chose qui doit plus ou moins se faire à trois, savoir qu'est-ce qu'il y a d'accessible, qu'est-ce qu'il y a de disponible en termes de bande passante, de filaire, etc. Est-ce qu'il faut monter est-ce que s'il faut tirer du câble, c'est plus les mêmes prix? C'est vraiment à prendre en compte. Si vous démarrez à zéro, il y a souvent une base d'infrastructure à mettre en place. Donc souvent, ces serveurs-là, on aime bien les mettre en salle blanche, sous clim, tout ça. Donc éventuellement, il faut remonter une fibre. Après, c'est tout bête. On prend un switch à 8 gigas ou plus et après, on tire une ligne. Et par contre, sur votre ordi, généralement, il vaut mieux... Il y a beaucoup d'ordi maintenant. Enfin, nous, on est sous Mac, donc sur les Mac Studio, tout ça, il y a des prises 10 gigas d'office, donc on est tranquille. Donc en gros, vous dédiez une ligne réseau à 10 gigas sur le serveur et vous gardez une autre ligne pour du web classique. Mais il y a cette infrastructure des fois qu'il faut mettre en place, donc c'est là où la DSI est importante et il faut rapidement les mettre dans la boucle. Et enfin, la dernière chose qu'il faut savoir, une fois que vous avez réalisé, c'est qu'il y a un coût qui n'est pas négligeable. Ça coûte plus cher, mais à l'achat que quelques disques, mais ça fait gagner énormément de temps, et de temps humain, voilà. Mais il y a un petit coût qu'il faut penser, c'est le coût de la maintenance. Voilà. Ça, mais ça, on peut en reparler. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions tout de suite, surtout à Jocelyn, ou à nous, mais profitez qu'il y ait quelqu'un de spécialiste de la chose. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Je sais que ça fait un peu celui qui vient toujours compliquer les choses, les écolos qui tombent un peu sur les épaules alors qu'on
on parle de choses amusantes, mais il n'y a pas une seule mention d'aspect d'économie d'énergie, de la chaleur de tout ce que ça consomme, de tout ce que ça produit, de tout ce que ça... est-ce que par exemple il y a des sécurités pour laisser éteindre la machine pendant les vacances quand tout est fermé, personne ne l'utilisera, sans qu'il y ait un risque de dysfonctionnement? Qu'est-ce qui est mis en place concrètement pour tous ces aspects-là qui sont en vérité aussi relativement importants, j'imagine? Oui, c'est une très bonne question que vous posez là. Alors, à titre personnel, mais aussi parce que c'est les valeurs de mon entreprise côté CTM, on a un engagement en fait RSE et de façon générale en fait sur la partie bilan carbone et impact énergétique, parce qu'on est quand même dans une industrie au niveau du visuel qui est pas la plus vertueuse, hein. On va pas se le cacher, et c'est ce que vous évoquez en fait à juste titre à ce niveau-là. Donc on a une approche en fait multivecteur en fait là-dessus côté CTM. En récupérant du matériel côté CTM qu'on recarrosse, et avec des vieux matériels, on en fait des nouveaux sur tout ce qui est refurbishing en fait derrière, pour pouvoir en fait avoir en fait un programme chez nous qui s'appelle Pro Bono, enfin Green Pro Bono très exactement, et qui permet de donner certains matériels en fait qui ont été refurbishés en fait par des chaînes, des producteurs, etc. En fait à des écoles qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'équiper sur des vieilles machines, ce genre de choses. Ça c'est pour le très concret sur notre engagement côté CTM. Concernant en fait votre question liée en fait aux serveurs, les serveurs que ce soit en fait un Nexus, un Facilis, un DDP, sont des serveurs qu'on peut tout à fait en fait éteindre, qui n'ont pas besoin d'être allumés en fait 24/24. On peut tout à fait les éteindre sans risquer une perte de données au redémarrage par rapport à la question que vous évoquiez en fait à l'instant. En termes de design, ce sont des serveurs aussi bien chez Avid que chez DDP. Facilis en fait le fait aussi, où il y a un choix sur les composants en fait informatiques qui composent ces serveurs, pour avoir un impact carbone qui soit le plus limité possible. Je dis bien limité possible, parce qu'à partir du moment où on laisse tourner en fait un serveur avec des axes disques durs qui tournent, on consomme de l'énergie. Donc on a un bilan carbone qui n'est pas neutre à ce niveau-là. Et donc soit on fait le choix, comme vous l'évoquiez en fait très judicieusement, d'éteindre durant les vacances scolaires en fait ces serveurs, parce que ça sert à rien qu'ils tournent si on ne les exploite pas. Ça peut être clairement en fait une solution. Généralement, ce sont des serveurs qui restent allumés quand même la nuit chez la plupart en fait de nos clients. C'est en ça où je disais, on n'est pas forcément dans des milieux où tout est toujours très vertueux de ce point de vue-là. En tout cas, c'est plus vertueux bien souvent que la consommation qu'on va avoir sur des data centers, cloud storage. On parle aussi aujourd'hui beaucoup de la consommation et des impacts carbone de l'IA, par exemple. Là, on est assez loin de cela. Mais le design en fait sur les impacts carbone est super important aujourd'hui, enfin du moins pour nous en tant qu'intégrateur, on y fait attention. Et quand on travaille en fait avec des sociétés, c'est souvent quelque chose qui est demandé dans le cadre des appels d'offres, du design, etc., de savoir exactement quelle est la consommation en fait énergétique en fait des équipements. Et DDP, le fabricant en fait dont on parlait dans le slide juste auparavant, se défend particulièrement bien sur ces aspects-là, avec des solutions avec un impact carbone assez intéressant, et avec des produits assez efficients par rapport à des gros NAS qui des fois vont consommer en fait à fond les ballons, parce qu'il y a un moment, il n'y a pas de secret, hein. Si je monte en fait un NAS Synology ou QNAP qui coûte pas cher, ben souvent en fait le pas cher ne rime pas forcément avec économie d'énergie et gestion vertueuse sur les impacts carbone. Et je me permets de dire aussi que le HSM répond en partie à cette question aussi, non? Avec, Oui, tout à fait. en termes de gestion Ouais. de profondeur d'archivage, permet de gagner en énergie, en gain énergétique. C'est-à-dire que si on a, comme certains de nos clients, parce que nous, on est plutôt, alors on travaille en fait avec l'éducation, mais on a beaucoup de clients qui sont des producteurs, des chaînes de télévision, ce qui est notre domaine d'activité principal, hein, il est là. Et chez ces clients, j'étais hier chez un producteur, par exemple, qui a 15 pétas d'archives en LTO.
et qui a fait le choix il y a de ça quelques années, plutôt que d'agréger des baies de disques NAS comme vous l'évoquiez en fait à l'instant, ce qui aurait eu un impact en fait énergétique très fort. Bah, il s'est dit je vais avoir un SAN haute performance. En l'occurrence chez eux ils ont un Facilis et un Nexis, donc c'est un peu le mix entre l'INALCO et l'université Natois, parce qu'en fait ils ont deux branches au sein du groupe qui utilisent en fait ces deux systèmes SAN. Et plutôt que de faire grossir en fait les systèmes SAN, qui aurait eu un coût en fait aussi derrière, ils ont fait plutôt grossir en fait le HSM à côté, parce que c'est du stockage neutre, le LTO. Une fois que ça a été mis sur LTO, ça ne consomme plus d'énergie. Donc la bonne approche, elle est en réalité hybride. Si on a une sensibilité et des valeurs communes par rapport à ce que vous évoquiez, monsieur, en fait à l'instant, on va pouvoir en fait trouver en fait des designs qui vont permettre d'allier en fait les deux pour avoir quelque chose qui consomme sur le stockage de production de façon raisonnable et une partie archivage qui va être plus respectueuse de l'environnement et de notre impact carbone. Merci. Une autre question? Bonjour. Je voulais juste une précision sur ce que vous avez évoqué, le MAM, cette couche informatique qu'on rajoute au-dessus et qui, d'après ce que j'en ai compris sur la présentation, c'est comme un gros moteur de recherche, quoi. Et je voulais savoir si cette couche informatique, elle pouvait s'appliquer sur un NAS ou c'est seulement sur les SAN que ça marche. Je ne sais pas si la question est bien tournée, mais bon. D'une part, c'est une bonne question en effet en fait là-dessus. sur un NAS par exemple qui serait déjà en place, existant et tout ça, est-ce qu'on peut, voilà, on se dit tiens, on va rajouter cette couche qui va nous permettre d'avoir un moteur de recherche performant, quoi. On peut intégrer en effet donc un MAM qui va intégrer, comme vous l'avez très bien expliqué à l'instant, intégrer en fait cette notion de recherche, un petit peu comme si on avait Google en fait qui nous permet de rechercher, mais sur notre stockage en fait à nous, et c'est tout à fait possible de l'intégrer en fait avec un NAS ou avec un SAN. Les deux sont possibles. C'est juste que vous avez bien compris qu'entre le NAS et le SAN, la vitesse d'accès ne sera pas la même, mais c'est pas forcément gênant. C'est juste que ça va indexer, mais moins rapidement. Là où on aura une limitation, c'est que quand on va être dans l'applicatif de montage, par exemple, si je travaille sur Adobe Premiere, logiciel de montage, ce que Vincent en fait évoquait tout à l'heure, c'est que dans le logiciel de montage Adobe, on va avoir ce qu'on appelle un panel pour le monteur qui va permettre directement, sans passer par un navigateur web pour faire une recherche, de pouvoir faire la recherche dans le logiciel en fait Adobe. Et donc si on cherche par exemple les drones, pour reprendre l'exemple de Vincent, je recherche une image d'illustration de drone qui est par-dessus une forêt, et la forêt c'est une forêt de pins. Donc j'ai 3 éléments en termes de métadonnées qui ont été indexés en fait préalablement, soit manuellement par un documentaliste, un archiviste, ou soit en s'appuyant sur de l'IA, puisqu'on évoquait tout à l'heure la possibilité sur les MAM d'intégrer en fait des solutions de l'IA. Je vais taper donc drone, forêt et pin, l'essence d'arbre, et je vais pouvoir retrouver en fait mes éléments, que ces éléments soient sur le NAS ou sur le SAN. Mais la différence entre un NAS et un stockage de production, c'est que si je suis dans Adobe Premiere et que je retrouve les 5 clips qui correspondent à mes drones de forêt par-dessus en fait une forêt de pins, je vais pouvoir, si je suis sur un SAN, double-cliquer en fait sur l'élément et le charger directement dans mon Premiere et travailler en termes de montage en fait là-dessus. Si je suis sur ça un nous NAS, dispense d'une petite étape où on va aller récupérer le rush, par exemple, quand on est quand on est sur un SAN. Si on était c'est que ça. sur un NAS, bon, bah voilà, on a l'information, on sait que tel rush présente tel élément, et après on peut aller quand même le récupérer. Mais bon. Tout à fait. Et vous avez en moitié répondu à la deuxième question que j'avais à ce sujet, c'était sur la façon dont, dont cette couche, MAM, identifie les rushs ou les masters ou n'importe quoi, nos ressources audiovisuelles, en fonction de la Oui. recherche qu'on fait. Il faut un travail d'indexation. Oui, alors C'est-à-dire que l'indexation... si on appliquait cette couche MAM sur un NAS déjà existant avec je ne sais pas combien de quantité de données, faut reprendre tout à zéro, quoi. Enfin, Bah oui, en ok. fait oui et non, dans le sens où soit on reprend tout à zéro et puis là
on relie chaque média et puis on dit ah ça c'est un drone, ah ça c'est une image de bouteille de parfum, ah ça c'est un skieur sur une piste de ski, etc., etc. Et donc là on va prendre ces petites mimines et puis on va renommer correctement les éléments parce que retrouver des éléments, il faut l'indexation de ce qui se passe à l'intérieur du média, mais aussi peut-être un nom au niveau du fichier parce que si tous mes fichiers ils ont des noms 001.move, 002.avi, ça va pas être simple en fait à retrouver en fait derrière. Donc il y a tout ce travail d'indexation, mais il y a la possibilité dans certains MAM, le MAM dont Vincent est équipé, par exemple la Ninalco qui s'appelle Fast Tracker dans Facilis, va permettre d'intégrer des technologies d'indexation automatique qui vont s'appuyer sur de l'IA de chez Google pour être totalement transparent en fait là-dessus. Donc vous reliez ça en fait à un compte Google Enterprise et ça va permettre en fait de s'appuyer sur cette technologie Vesper ou Vespex, j'ai un trou de mémoire en fait là-dessus, qui est de la technologie en fait d'IA qui est utilisée en fait là-dessus au niveau Fast Tracker et qui va permettre d'indexer automatiquement en fait les éléments pour permettre de dégrossir l'indexation et de pouvoir retrouver sur un panneau où on a un canal et puis des maisons à gauche et à droite et puis un jeune homme qui passe avec un skateboard, d'avoir en fait quand on va taper skateboard, d'avoir une chance de tomber en fait sur ce média. Donc ça c'est quelque chose qui est faisable. L'IA n'est pas automatique. Ça va dégrossir le travail, ça va pas tout faire, mais sur une grosse masse de données, comme vous le précisiez en fait, monsieur, ça peut être une façon d'optimiser en fait les choses et de gagner du temps. Merci. Une dernière question avant la pause. C'est bon. Bon, autrement, vous pouvez toujours revenir soit vers nous. Vous nous dites si vous voulez, si ça vous intéresse d'avoir les slides. Pardon, j'y pense un peu au dernier moment. Tout à l'heure, tu parlais c'est mieux d'avoir peut-être cette solution qui est un peu plus chère que quelques disques durs. On peut avoir juste une idée un peu des coûts? On peut en parler après. Le truc, c'est que ça dépend vraiment De la taille. débit, de la taille du débit, de la bande passante, parce que voilà, il y a plusieurs modèles, mais On commence vers quel ordre de prix? C'est vrai qu'on est souvent... pour une petite équipe, Jocelyn, ce serait quoi le début prix pour un SAN convenable? Tu as une équipe de combien, par exemple? Ouais, alors moi, je suis pas pour du une tout, petite, pas un petit SAN, on va dire. ouais, je suis pas du tout dans l'équipe commerciale, donc les prix, je suis pas le bon interlocuteur en fait là-dessus très très clairement. Mes collègues côté services commerciaux seraient plus adaptés pour répondre très clairement en fait à cette question. Parce que nous, on va intégrer en fait, je crois qu'on avait un slide juste après en fait, Vincent, je crois. Ah oui, oui. Excuse-moi, Parce qu'en je suis fait, obligé de nous repasser. on va intégrer à la fois en fait du stockage centralisé, mais aussi répondre à des besoins en fait sur les studios médias par exemple, qui sont parfois aussi des demandes que vous avez au niveau des universités. Donc les prix en fait vont vraiment être en fonction du design, comme le disait en fait Manu en fait à l'instant. De la bande passante en fait du serveur, parce que plus mon tuyau est gros, plus on va avoir une grosse carte et on va avoir un nombre d'axes, ce qu'on appelle d'axes disques. Donc c'est un nombre de disques dans le serveur qui va être plus important et c'est ça qui va jouer en fait sur le coût global de la solution. Donc donner un prix comme ça ne veut pas vraiment dire grand chose, mais très clairement on a quand même un budget qui va plutôt généralement être au-delà des 10 000 euros pour un SAN qui tient la route, très clairement. Là où en termes de prix de stockage, un NAS et un SAN, vous serez souvent sur des prix qui seront assez proches. Le NAS sera un petit peu plus cher en fait qu'un NAS, mais il vous permettra d'avoir une vraie solution qui fonctionne en fait pour l'avenir. Parce que la réalité, c'est évidemment que vous ayez un investissement qui soit pérenne. Mais généralement, on est plutôt sur des budgets. On va commencer en fait à discuter sur des solutions de type SAN au-delà des 10 000 euros en termes de budget pour donner en fait une enveloppe. Et puis après, en fonction de la capacité, en fonction du nombre d'axes disques, en fonction des attachements en termes de débit, 10 gigas, 25 gigas, 100 gigas, etc. Ça va jouer derrière. Est-ce que vous avez déjà en fait le switch réseau qui permet de connecter les différentes machines? Est-ce qu'il faut le fournir? Est-ce que au niveau des machines, les machines sont équipées des cartes haute performance?
est-ce qu'il faut les fournir. Tout ça, c'est à intégrer en fait dans le design. Et donc, on vous accompagne au niveau des équipes là-dessus, puisque notre métier, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est sur l'intégration de façon générale de chaînes de télévision, de producteurs, comme on le voit en fait sur le slide ici, France Télévisions, M6 ou Arte sont des clients importants en fait de CDM, mais on est aussi, parce que c'est un attachement qu'on a par rapport aux valeurs et à la transmission en fait des données, on est souvent aussi présent auprès d'écoles. Ça peut être des écoles, beaucoup d'écoles publiques, très clairement. Ça peut être des écoles type BTS audiovisuel. Dans le domaine audiovisuel, il y a beaucoup de formations autour des BTS, des licences pro audiovisuelles ou d'universités. Je pense à Brest ou à Valenciennes, par exemple, dans des formations audiovisuelles qu'on accompagne là-dessus. Et l'accompagnement, il va aller sur le design informatique, certes, mais aussi quand on crée un studio, par exemple, on a un exemple sur le slide actuel avec Bayer Jeunesse, qui est un éditeur en fait jeunesse, autour de l'éducation jeunesse. On les a accompagnés en fait l'année dernière, par exemple, sur la mise en place en fait d'un studio d'enregistrement multicaméra et le stockage, le serveur qui permet en fait d'ingester les flux caméra, comme on pourra avoir en fait un serveur qui ingeste les flux d'un amphithéâtre en fait dans une université, par exemple. Donc ça, c'est un exemple chez un groupe de presse. C'est vrai Et on va avoir la même chose dans les écoles. sur une solution comme les nôtres, c'est vrai que si on compte la solution disque, le switch, s'il faut refaire un peu de câblage, les cartes sur les ordis, si elles n'y sont pas, on peut vite tourner à peu près à 30 000 euros, quoi. Pour une solution qui est bien dimensionnée. Après, on peut prendre des modèles. C'est pas la peine de surdimensionner la partie disque, la partie serveur, si vous n'avez pas besoin, surtout. Parce que là, on rentre dans des problèmes de consommation inutiles. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut vraiment, il y a plein de petits trucs qui peuvent se rajouter, il faut vraiment les prendre en compte. Donc c'est pas parce que le serveur vous allez payer 10-15 000, faut rajouter tout le reste. Et c'est vrai qu'on peut vite atteindre les 30 000. Comment? C'est quoi? Et le support, on l'a dit, le support, oui, il faut vraiment tenir compte et le prévoir en fonctionnement sur les années futures. Écoutez, merci. Je remercie Jocelyn. On va s'arrêter là. Je remercie aussi Manu, et je vous souhaite une bonne pause et une bonne continuation. Donc on te dit au revoir Jocelyn et merci encore pour cette journée. À très bientôt, désolé de ne pas avoir pu être sur site, mais le planning était un peu chargé. Puis au plaisir, on reste disponible évidemment pour toute question. Vous pouvez passer par Manu ou Vincent si vous avez des questions sur quoi que ce soit sur la présentation. Je crois qu'il y a un QR code qui vous permet aussi de scanner les informations. On a bien le QR code. Ils ont le QR code, on va et puis on leur donnera dès qu'ils auront une question. Merci Jocelyn, au revoir. À très bientôt. Bonne journée à tous.